Vous êtes sur El Mararibia, quel plaisir de vous retrouver. Soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de Microscoop au programme Diplomatie, lié aussi avec la politique intérieure. En guise de lancement, je voudrais revenir sur ce communiqué, cette lettre, ce fly, ce tract de campagne. Vous le savez maintenant depuis plusieurs mois, l'APS régulièrement pond des écrits, des propos qui vont tout le temps en faveur du pouvoir, en faveur du régime, en faveur du président actuel, Abdelmadjid Tebboune. Le président Tebboune et l'autonomie stratégique, c'est un papier, une lettre, un communiqué, un article que vous pouvez retrouver sur donc sur le site de l'APS. Alors on rappelle rapidement que l'APS, c'est l'agence presse-service de l'Algérie. C'est une agence qui est censée donc récupérer un certain nombre d'informations donc à l'intérieur du pays, à tout point de vue, que ce soit société, sport, culture, politique, entre autres, et puis aussi des informations à l'international afin que d'autres médias, d'autres organes médiatiques internationaux ou algériens puissent donc des informations afin de les transmettre, de les mettre en débat, par exemple, en l'occurrence, effectivement, l'APS qui régulièrement revient tout simplement et essaye de mettre j'ai envie de dire en parallèle un petit peu les prouesses, point d'interrogation, les acquis, les réalisations, point d'interrogation, on en parle ce soir, du pouvoir algérien. En tout cas, le titre hier, le président Tebboune et l'autonomie stratégique, l'Algérie de retour est une Algérie qui dérange. Cette affirmation souvent brandie n'a jamais pris autant de conscience, dit l'APS, et de consistance que lors des années de la présidence Tebboune. Sa diplomatie est devenue plus agressive et sa proposition internationale plus marquée. Cette autre affirmation est vraie. L'une ne va pas sans l'autre dans l'illusion de puissance dont s'est gargarisé l'ancien régime. 20 années au pouvoir sont évoquées ici, en l'occurrence l'APS qui revient notamment et qui met en contradiction les 20 années au pouvoir d'Abdelaziz Bouteflika. Alors on y revient ce soir, il ne faut pas oublier que Abdelmadjid Tebboune n'est pas un arriviste, il n'arrive pas comme ça de Saint-Cyr, il a longtemps fait partie de l'ancien régime, longtemps ministre aux côtés d'Abdelaziz Bouteflika. Donc on essaiera de comprendre en quoi ici, une nouvelle fois, un président algérien au pouvoir donc s'oppose mais se met aussi en contradiction au régime précédent, bien évidemment, en disant clairement que lui qui est au pouvoir, donc en l'occurrence Abdelmadjid Tebboune, tout va bien et il a réussi depuis l'avènement. Je continue à citer de l'Algérie nouvelle, épousant le style volontairement cassant d'un président de la République, ferme sur les principes courageux, sur ses positions et pragmatique dans ses actions. La diplomatie algérienne a cassé le carcan de l'immobilisme. Le président Tebboune possède un seul fil conducteur, un seul fil marqueur qui apparaît maintenant au grand jour. L'autonomie stratégique de l'Algérie, une quête d'autonomie dans l'énergie, dans l'alimentaire, l'hydrique, le militaire, l'industrie, l'infrastructure, entre autres l'alimentaire, un peuple qui ne peut avoir sa propre nourriture, son eau, quand on voit aujourd'hui que le business des citernes continue et dépasse tout entendement en Algérie, donc une indépendance donc de nourriture, d'eau, de ports, de rails, de minerais, sa défense, sa propre capacité innovante, nous dit ici l'APS en parlant d'Abdelmadjid Tebboune, ne peut donc survivre en tant que quantité quand on voit les 4 années que vient de proposer Abdelmadjid Tebboune et les 4 années que vient de vivre le peuple algérien. On comprend, on se pose la question ce soir, on comprend peut-être que le pouvoir vit dans un autre monde. Et pour terminer, donc, et vous donner ces informations, l'activisme diplomatique du président Tebboune n'a été guidé que par cette obsession de mettre à l'abri les deux, le peuple et donc l'État algérien. C'est le titre de l'émission. D'un point de vue donc diplomatique, nous reviendrons aussi sur ce sommet qui a réuni donc les chefs d'État, notamment exportateurs des pays exportateurs de pétrole. C'était samedi dernier. Mais entre-temps, il y a une réunion en tripartite avec notamment la présence de la Tunisie, entre autres de l'Algérie, mais le Maroc et la Mauritanie a été ignorés. On essaiera de comprendre voilà, pourquoi ces deux pays ont été ignorés. Est-ce qu'Abdelmadjid Tebboune souhaite construire son nouveau Maghreb, son grand Maghreb à lui? On en parle ce soir. Pour en parler, Hamid Lelou est avec nous, analyste politique, spécialiste aussi des questions internationales autour de la diplomatie, entre autres. Bonsoir Hamid Lelou, bienvenue.
Bonsoir, c'est Chaban. Merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir. Bonsoir à vos invités et à tous vos téléspectateurs. Merci d'être avec nous. Le plaisir de le retrouver. Il y a longtemps qu'on ne l'avait pas eu. Gamal Abina, vous êtes à Paris, vous êtes aussi analyste spécialisé aussi sur des questions internationales, aussi diplomatiques. Bonsoir Gamal Abina, bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation et bonsoir à tous les participants de l'émission. Merci infiniment. Hamid Lelouch, je commence par vous. Je ne vais pas relire tout ça, bien évidemment. Vous l'avez entendu, vous l'avez lu. Voilà, le président Tebboune, une autonomie stratégique à tous les niveaux. 4 années au pouvoir. Dans quelle réalité vit le pouvoir algérien, notamment après la sortie, encore une fois, de ce papier au sein de l'APS? Bon, on va pas ressasser tout ce qui a été dit pendant les 4 dernières années, mais comme vous l'avez bien présenté lors de votre éditorial, l'APS, c'est une agence de presse officielle. Son travail, normalement, c'est de diffuser l'information officielle et de laisser les journalistes la commenter. C'est le travail d'une agence de presse. Mais là, on est habitué, cette agence nous a habitués à cette autosatisfaction, à cette comment dirais-je, à ce monologue, à dire tout le bien qu'elle pense du régime en place. Et ça n'a rien de nouveau. C'est la même comment dirais-je, c'est le même message, c'est le même style, c'est la même thèse que celles qui ont été à l'époque de Bouteflika ou de tous les autres soi-disant présidents qui avaient précédé l'actuelle administration. Allez, on va dire administration. Ça n'a rien de nouveau et c'est malheureux parce que le travail de la presse, c'est de prendre l'information officielle qui viendrait du gouvernement, de la critiquer, de montrer les bons points et les mauvais points. Un gouvernement, il a toujours besoin de critique constructive quand il a accès à l'information, quand il a aussi le droit de faire son travail dans le respect et la déontologie qui sont imposés par le métier. Malheureusement, le régime a complètement verrouillé le milieu médiatique. Le journaliste n'est pas ouvert et il n'est pas permis de critiquer, sauf ceux qui sont à l'extérieur. Puis ça va. Mais puis ça va au-delà. Alors c'est bien. Je vous garde quelques instants encore, Hamid Lelouch. Effectivement, vous le dites clairement que la presse médiatique, soit elle est muselée, soit elle va dans le même sens. On en parle dans un instant parce qu'il y a toute une panoplie de presse proche du pouvoir ou qui malheureusement est dans l'obligation de se diriger dans ce sens, qui fait l'éloge de ce 7e sommet qui a réuni samedi dernier, je le rappelle, à Alger, les pays exportateurs de pétrole. Mais ça va au-delà, c'est que encore une fois ici, les Algériens qui ont le droit à l'information, qui ont le droit de savoir, et le monde entier, d'ailleurs comme nous, journalistes de presse, on ne sait pas qui parle, encore une fois. On a, tant bien que ça soit une réalité, pourquoi pas, mais faudrait-il encore que des responsables politiques, des ministres, peut-être le ministre des Affaires étrangères s'il s'agit de diplomatie, pourquoi pas même le président algérien, devrait donner une conférence de presse peut-être pour évoquer ceci. Encore une fois, Hamid Lelouch, au sein de l'APS, on ne sait pas qui parle. C'est un pouvoir qui a du mal à assumer, à s'engager. Écoutez, l'APS c'est un organe officiel de presse, donc ce que dit l'APS, ça devrait être quelque chose d'officiel qui émanerait du gouvernement. Vous l'avez bien dit, nous avons une presse en quantité, mais la substance n'est pas là, la qualité de l'information n'est pas là, la liberté d'expression n'est pas là. Maintenant, quand vous dites qui parle au nom du gouvernement et pourquoi les ministres ne parlent pas et pourquoi le président ne parle pas, dans les démocraties ou les régimes qui se respectent, ça peut se faire. Un gouvernement peut brouiller les pistes, mais il ne faut pas que ça soit une coutume. Il ne faut pas que ça soit de facto la raison d'être. C'est comme ça qu'on fait le business. Non, le gouvernement doit communiquer.
les ministres doivent communiquer, il y a des canaux pour ça. Le président, il s'adresse à la nation, des fois il invite la presse nationale, des fois il invite la presse internationale, des fois il fait des interviews avec quelques journalistes ici et là, et des fois aussi il fait des interviews improvisées sur le tas, comme ça, sur le terrain quand il fait les visites de travail. C'est pas le cas de l'Algérie parce que toutes les interviews, ça veut dire quoi, le fait certaines interviews, elles sont en différé, donc filtrées, liftées, et malgré ça, beaucoup de gaffes. Maintenant, qui parle? Ça aussi, ça dénote de la nature du régime algérien. On ne veut pas donner d'informations officielles parce qu'ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils disent, parce qu'ils veulent tâter le terrain et parce qu'ils veulent brouiller les pistes et par conséquent revenir à la charge et infirmer, confirmer ou bien dénier l'information comme ça leur tente ou comme ça leur chante. Restez avec nous, Hamid Lelou. Avant de donner la parole à Gamal Abina, nos confrères de l'ENTV, donc vous présente ici un résumé de ce que dit l'APS en évoquant clairement le président algérien Abdelmadjid Tebboune. الجزائر قد عادت إلى الواجهة. إن هذا التأكيد الذي غالبا ما يلوح به لم يكتسي كل معناه إلا في سنوات رئاسة تبون. ومع مرور الأشهر تمكنت الجزائر من إعلاء صوتها وأضحت دبلوماسيتها أكثر قوة واقتراحها الدولي أكثر تأثيرا. الجزائر العائدة إلى الواجهة هي جزائر تزعج. هذا التأكيد صحيح هو الآخر، فالاثنان ملازمان لبعضهما البعض. ومنذ ظهور الجزائر الجديدة التي تبنت أسلوب القطيعة المعتمدة من قبل رئيس الجمهورية ثابت على المبادئ وشجاع في مواقفه وبراغماتي في أعماله، كسرت الدبلوماسية الجزائرية أغلال الجمود. Gamal Abina, vous qui vous intéressez à plusieurs pays, à plusieurs nations, leur système, leur politique extérieure, intérieure, quand on lit je ne sais pas comment on pourrait le nommer d'ailleurs sur la forme, mais on a l'impression tout de même qu'en Algérie tout va bien. 4 ans de mandat pour Abdelmadjid Tebboune, et là il parle clairement d'indépendance, d'autonomie sur tous les secteurs. C'est pas un peu exagéré, point d'interrogation? Si c'est le cas, c'est quoi le but? Quelques mois des élections, c'est préparer les Algériens, lavage de cerveau, leur faire croire que l'Algérie est aujourd'hui un monde totalement utopique? Non, je pense pas, mais par contre, il faut distinguer deux choses. On parle d'une agence de presse nationale, APS, qui est l'équivalent en gros de RIA Novosti pour les Russes, ou l'IRNA, ou encore AP, la Société de presse aux États-Unis. Les agences de presse nationales sont les agences qui sont un peu le bras idéologique d'un système ou d'un régime ou d'une direction politique généralisée. Et donc, en vérité, le fait de dire que l'APS redonne effectivement des informations courtes, sans analyse, ou simplement les communiqués de l'État, c'est logique. Ils sont dans leur rôle. On ne peut pas reprocher à l'APS de donner ce genre d'informations. C'est pas de l'analyse de fond. C'est pas son rôle à la base. Logiquement, c'est pas son rôle à la base peut-être de revenir. Et encore une fois, on le dit clairement, on ne sait pas qui écrit. Et puis, il n'y a pas d'éléments. On nous parle vraiment d'autonomie hydrique, alimentaire, militaire, industrie. Enfin, à chaque fois, on est vraiment, l'opinion publique, les médias sont vraiment dans l'incertitude, dans la curiosité de savoir de quoi il s'agit. C'est pour ça que je précise qu'une agence de presse n'est pas destinée à faire de la critique ou de l'analyse. Elle redonne des communiqués de presse qui sont donnés par le pouvoir ou par les instances quelques décisionnaires, qu'ils soient économiques, politiques ou je ne sais. Donc l'agence de presse donne des informations basiques. Elle ne donne pas des informations très fouillées, même si c'est des communiqués émis par l'État algérien, par exemple. Et après, les journalistes derrière doivent prendre connaissance de cela et émettre des critiques. Donc là-dessus, effectivement, quand ils font ce genre d'analyse de situation, de dire que tout va pour le mieux ou qu'on va vers la meilleure direction, en vérité, on est un peu en campagne. Il ne faut pas se voiler la face. Le pouvoir est en campagne et c'est normal. Donc, il communique avec ses moyens, avec ses outils, comme tous les dirigeants du monde d'ailleurs. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'effectivement, dans ce communiqué, il y a des choses justes et des choses moins justes. Par exemple, le fait de dire que l'Algérie veut s'autonomiser, veut devenir indépendante, c'est pas des vœux pieux. C'est une vérité qu'il faut espérer atteindre rapidement. En même temps, c'est un tableau qui est plutôt idyllique, on l'espère, et c'est pas nécessairement vrai. On est en campagne, donc dans les campagnes, ils ne vont pas vous dire que le bilan est négatif ou
ou en demi-teinte. Ils vont forcément vous dire que le bilan est positif, mais il n'en demeure pas moins qu'à la suite de ces différents forums, ces différentes réunions, de ces différentes actions sportives internationales, effectivement, le sentiment général avec l'Algérie, qui est aujourd'hui membre non permanent pendant 2 ans du Conseil de sécurité avec des actions sur la question palestinienne, l'Algérie commence à se montrer sur un plan diplomatique de façon très forte. Ça, c'est indiscutable. Maintenant, la question de la réforme économique, c'est une autre question. Mais il y a 2 aspects. Il y a l'aspect politique international où l'Algérie devient présente et l'aspect politique national où, effectivement, il y a encore beaucoup de choses à revoir. On a aussi l'impression, enfin c'est pas l'impression, sur ces différentes sorties, est-ce qu'en Algérie, comment vous expliquez que le pouvoir algérien, le président algérien, les ministres, les députés qui sont aussi du côté du président, ne s'expriment pas publiquement à la télé pour revenir sur expliquer et puis défendre aussi ce genre d'analyse ou d'annonce. C'est un pouvoir qui n'arrive pas, qui ne veut pas, qui ne peut pas assumer. Pourquoi? Car il faut prendre ses responsabilités, rendre des comptes par la suite. Je pense qu'il y a une dérive, mais ça on l'observe un peu partout dans le monde aujourd'hui malheureusement, de l'hyper-présidentialité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un peu comme De Gaulle en son temps, Kennedy, aujourd'hui Poutine ou Alger ou même Macron. On voit bien qu'il y a une dichotomie entre le pouvoir réel d'un homme qui a les pleins pouvoirs entre guillemets, et puis tout ce qui est en dessous, à savoir les ministres, les représentants de l'État, qui sont beaucoup moins ancrés, qui prennent moins de risques parce qu'on leur donne peut-être pas la possibilité. Donc c'est vrai que ces pouvoirs présidentiels donne le sentiment qu'il y a un homme qui dirige et tout le reste qui suit. Donc c'est un peu le sentiment qu'on a en Algérie. Clairement, il n'y a pas de grands personnages charismatiques qui se dégagent du gouvernement. C'est vraiment le président qui fait la différence. Et comme dans tous les États, il y a toujours un État profond qui est très ancré, un État qui sécurise, qui garantit certaines conservations d'exercice de pouvoir. Donc tout cela peut effectivement expliquer une sorte d'aphonie comme ça générale des ministres. Après, de l'autre côté, il y a eu beaucoup de changements de ministres aussi, il ne faut pas le perdre de vue, comme de Premier ministre. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas une continuité de pouvoir. Je parle du pouvoir gouvernemental très fort. Le pouvoir fort aujourd'hui, il est présidentiel. Donc c'est vrai que dans une campagne comme celle-ci, le bilan est présenté comme étant idyllique. Il y a sans doute des choses à revoir, mais ce qui est certain, c'est que c'est le président qui est vraiment la figure de proue de l'État algérien aujourd'hui. Qui dit aussi peut-être changement, vous allez certainement l'évoquer, un changement de plusieurs ministres. Je crois que c'est 4 premiers ministres en 4 ans. C'est peut-être sujet aussi de manque de cap, manque de stratégie, manque aussi d'orientation politique d'un point de vue général. Je reviens à vous, Gamal Abina. Hamid Lelou, sur notamment pour évoquer une autre actualité qui est liée ici, puisque voilà, l'APS dit clairement qu'Abdelmadjid Tebboune a développé, a changé sa façon de voir les choses à l'intérieur et à l'extérieur en termes de politique étrangère, en termes de diplomatie. Je voudrais avec vous qu'on revienne sur, donc on rappelle aux téléspectatrices que samedi dernier, donc il y avait le 7e sommet, donc qui réunissait notamment les pays exportateurs de gaz. Juste derrière, il y avait donc cette réunion en tripartite. Hamid Lelou, je voudrais revenir avec vous. Comment vous expliquez que notamment le Maroc et la Mauritanie n'ont pas participé à cette réunion qui réunissait, je le rappelle, donc l'Algérie, la Tunisie et la Libye. En termes de diplomatie, comment vous l'expliquez? Abdelmadjid Tebboune souhaite un nouveau Grand Maghreb. À quoi rime notamment cette non-participation? Et pour terminer, sachant qu'il y a eu un entretien téléphonique donc hier, donc le président Tebboune a appelé son homologue mauritanien, voilà, pour lui faire un petit retour sur ce rendez-vous. Certains observateurs disent que la Mauritanie n'a pas voulu participer, certains disent que l'Algérie n'a pas voulu prendre le Maroc, ça peut se comprendre, et la Mauritanie. Explication avec vous deux. Hamid Lelou. Alors, c'est une question très intéressante, mais j'aimerais bien réagir vite fait à ce que votre invité avait dit. Les vœux pieux durent depuis 60 ans. Hein. Quand il dit qu'au niveau international, diplomatie, l'Algérie est en train de bouger, c'est rien de ce qui a été dit ou fait par ce régime n'a été provoqué par le régime. Je m'explique. Le siège de non permanent Nations Unies, c'est une rotation. Donc, c'est le tour de l'Algérie. Il n'y avait pas de compétition. Ils l'ont eu. Ils n'ont fait aucun effort. La conférence même, c'est pas eux. Je veux dire, tous ces événements à l'international où le régime veut se présenter comme le
le propulseur, l'initiateur, il n'initie rien du tout, c'est un système de rotation. Il y a une rotation, c'est le tour de l'Algérie d'abriter les Jeux méditerranéens, ou c'est le tour de l'Algérie d'abriter la Coupe d'Afrique. Bon, ils n'ont même pas réussi à faire ça, ou bien c'est le tour de l'Algérie d'organiser la conférence de la Ligue arabe, et encore, les résultats ne sont pas aussi extraordinaires. Mais de dire que le mérite revient au régime, c'est un petit peu tiré des cheveux. Et il faut quand même dire que la vie de l'Algérien n'a pas changé. Au contraire, ça va de pire en pire. La situation s'aggrave, que ce soit économique, sociale, politique et même au niveau institutionnel. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Maintenant, la conférence d'Alger, la dernière conférence qu'il y a eu sur les gaz. Juste un truc qui est passé sous silence. La conférence n'a pas condamné les exactions sionistes à Gaza. Et ça dénote de l'incapacité de ce régime à imposer un agenda. Et il nous a bassiné avec cette histoire de Gaza, à dire qu'ils défendent Gaza. Voilà, pour moi, c'est un échec au niveau politique. Parce que quand vous faites une conférence internationale, même si elle est économique, c'est politique. Il n'y a pas eu Alors cette pourquoi, c'est bien que vous l'évoquiez, pourquoi selon vous, c'est lié à cette diplomatie? On rappelle que malheureusement, on aimerait dire autrement, mais c'est aussi un pays qui s'isole de plus en plus. Dernière en date, les problèmes avec le Congo, vous pouvez y revenir sur des exemples. Je préfère vous donner la parole. Comment vous expliquez qu'encore une fois, effectivement, le pouvoir algérien… Vous savez, par exemple, on va lier les événements ensemble. Moi, quand j'avais réagi par rapport à ce qui s'est passé au Congo et au Rwanda, j'étais peut-être le seul parmi l'opposition algérienne ou bien beaucoup d'adversaires algériens où j'ai dit c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose que d'aller voir ailleurs. Le mieux, c'est de développer de bonnes relations avec le voisinage. Mais quand vous ne pouvez pas, et même si vous pouvez faire ça, c'est bien d'étendre le champ, ce qu'on appelle l'incrémentalisation. En anglais, on dit incrementalization policy. C'est-à-dire que vous allez au-delà des lignes de votre ennemi. Quand vous faites la guerre, quand il y a un champ de bataille, vous affrontez l'ennemi en face, mais vous essayez de vous introduire derrière les lignes de votre ennemi de façon à le prendre en sandwich. En diplomatie, on fait la même chose. Donc l'Algérie essaye d'aller vers le Congo, le Rwanda, la Tanzanie, le Mozambique, etc. C'est une bonne chose. C'est pas, et les gens qui disaient ah non mais pourquoi ils vont loin, etc. C'est quoi? Non, c'est une bonne chose. Maintenant, faut-il qu'ils le fassent correctement, que ce soit au niveau de la diplomatie, que ce soit au niveau de les économies, les échanges d'économies, les accords bilatéraux, etc. Chose qui n'a pas été faite parce que c'est le chef d'état-major qui fait ça. Et d'ailleurs, pour moi, ils sont en train de le rendre présidentiable. Ma théorie, est-ce qu'ils sont en train de peut-être de préparer Shengriha à être le prochain président? Ça sera peut-être pas tabou. On y reviendra. Ça, c'est un. Oui. On y reviendra. Alors, je vous laisse terminer, puis avoir aussi votre analyse. Maintenant, sur votre question par rapport au Maroc et la Mauritanie. C'est un problème. Vous savez, la Mauritanie, c'est un petit pays de 4 millions d'habitants qui a découvert des ressources qu'il partage une partie avec le Sénégal. Le gaz, c'est offshore, c'est sur l'Atlantique. Et la Mauritanie vit une situation très inconfortable par rapport au Maroc. Et il faut savoir qu'ils n'aiment pas avoir le voisin marocain parce que le voisin marocain, il est gourmand. C'est-à-dire qu'il a des vues expansionnistes, aussi bien sur la Mauritanie que sur l'Algérie. Et c'est le cœur du problème. C'est pour ça que le régime algérien et le régime marocain ne peuvent pas s'entendre parce qu'ils ne s'entendent pas sur les frontières. À ce jour, le Parlement marocain n'a pas ratifié les accords frontaliers entre l'Algérie et le Maroc, d'un. De deux, le même Parlement marocain n'a pas ratifié la reconnaissance de la souveraineté mauritanienne. Et de trois, le même Parlement marocain
aussi n'a pas ratifié ou clame une partie de nord-ouest du Mali. Pour vous dire que c'est un peu Mais fou, cette Algérie, après je voudrais vraiment qu'on donne la parole à Gamal Abina et puis il pourrait réagir aussi en reprenant son temps de parole, mais cette Algérie qui se dit justement avoir une politique à l'international, avoir aussi une certaine force, de réunir parfois un rôle de médiatrice, est-ce que c'était pas le moment aussi ici sur un sujet bien particulier, c'est-à-dire voilà de ce Maghreb, ce grand Maghreb, est-ce qu'à un moment donné la diplomatie algérienne ne devrait pas aussi un petit peu avancer réellement et se dire sur ce sujet-là, voilà, la présence du Maroc et de la Mauritanie est indispensable, surtout que je rappelle aux téléspectateurs et téléspectatrices que le président Tebboune a tout de même appelé hier donc son homologue pour le féliciter de son adhésion donc à ce sommet, et puis il lui a aussi il a rappelé cette réunion maghrébine tripartite qui a eu lieu notamment. Oui, alors la Mauritanie, justement, elle est dans une situation très inconfortable. La Mauritanie, elle n'a pas envie d'avoir de problème ni avec le voisin algérien, encore moins avec le voisin marocain. Donc, ils se retrouvent dans une situation très, très inconfortable. Je ne sais pas ce qui les a décidés à ne pas justement participer à cette partie tripartite Algérie, Libye et la Tunisie. Ils ont été conviés, vous pensez? Vous pensez qu'ils ont été conviés? Moi, je pense qu'ils ont été, bien sûr que l'Algérie, le régime algérien aimerait bien ratisser large et isoler par la même occasion le Maroc et de dire voilà, le Maghreb peut se construire, il n'y a que le Maroc qui reste à l'écart et les trois autres pays sont avec nous. Et je pense que avec cette initiative, je ne suis pas en train de les juger ni de condamner qui que ce soit, mais avec cette initiative, ils ont mis la Mauritanie dans une situation inconfortable, d'autant plus que la Mauritanie et l'Algérie ont vu leurs relations se réchauffer davantage. Et la Mauritanie veut jouer sur le deux. Elle veut avoir une bonne relation et avec les Marocains et avec les Algériens, mais c'est un jeu d'équilibriste. C'est pas facile pour eux, d'autant plus que ni l'Algérie ni le Maroc ne veulent bouger d'un iota. Ils sont fixés sur leur position et ça, à la longue, ça va torpiller encore une fois cette construction du Grand Maghreb. Ça se fera pas tant que le Maroc et l'Algérie ne s'entendent pas. Et pour finir, tout groupe régional, toute puissance régionale a besoin d'un axe fort. L'Europe s'est construite sur l'axe Paris-Berlin. L'Afrique du Nord va se faire et fatalement, ça doit être Rabat-Alger. S'il n'y a pas cet axe, il n'y aura jamais d'Afrique du Nord et cette initiative à 3 pays, 4 pays ne marchera pas. Ils l'ont déjà essayé. Il y a même le Maroc qui a essayé de faire l'axe Rabat-Tripoli, ça n'avait pas marché. L'Algérie a essayé de faire l'axe Alger-Tunis, ça n'a pas marché. Merci. Moi, je pense que le seul axe fiable, réel et qui pourrait marcher, c'est l'axe Rabat-Alger. Maintenant, à savoir. Merci. Je reviens à vous, Hamidou. Gamal Abina, vous pouvez réagir bien évidemment sur ce qui a été dit, sur cette situation, sachant que tout de même, d'un point de vue général, si on parle de politique étrangère, même si ce qu'on disait au départ, c'est qu'au sein de l'APS, on fait comprendre aux Algériens que clairement Abdelmadjid Tebboune a totalement changé l'ancien régime, sa façon de faire notamment de la diplomatie et de la politique intérieure. C'est un pays quand même qui s'est malheureusement beaucoup isolé, qui a pas mal de problèmes avec certains pays, entre autres. Comment vous analysez, vous, cette absence, notamment sur ce Maghreb, ce grand Maghreb, sur cette réunion qui peut-être d'ailleurs pour certains c'est un peu improvisé, notamment du Maroc et de la Mauritanie. Je rappelle rapidement aussi que dans le même temps, le pouvoir d'Alger donc a donné des bureaux appartenant à l'État au RIF, voilà, qui est un mouvement indépendantiste du Maroc. Donc voilà, explication avec vous et vos analyses, Gamal Abina.
Il y a plusieurs choses qui ont été dites. On va déjà commencer par une petite correction rapide. Il n'y a jamais eu d'axe Rabat-Tripoli. C'est Kadhafi qui voulait l'union avec le Maroc et pas le contraire. Et d'ailleurs, c'est les Marocains qui ont dénoncé cette union très rapidement avec les coups de Hassan II qu'on connaît parfaitement. Ensuite, il est logique. Alors, je ne suis pas d'accord sur ce qui a été dit par rapport au fait que l'Algérie n'est pas proactive en matière diplomatique. C'est faux. La réunion, par exemple, en 2022 de la Ligue arabe, c'est l'Algérie. C'est Alger qui a mis au centre de la réunion la question palestinienne, qui a mis au centre de la réunion le retour de la Syrie, je le rappelle, qui est arrivé 6 mois plus tard, qui a mis au centre des débats, en poussant l'Afrique du Sud, la question du droit par rapport aux Palestiniens, qui a apporté cette question après à l'ONU par 2 fois. Je vous interromps rapidement en 30 secondes, mais effectivement, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de balade des limousines, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de ligue, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de rendez-vous, mais derrière ça, quelle réellement force il y a, quelle puissance, quelle pression fait la diplomatie algérienne. Effectivement, il y a des rendez-vous, mais est-ce que réellement c'est une diplomatie qui a une réelle stratégie? Tout à fait. On prend l'exemple, par exemple, de la pression sud-africaine et algérienne à l'ONU. Ça a démasqué la collusion américaine qui est participante de ce massacre en Palestine. Ensuite, il faut rappeler que la question du droit international qui a été portée par l'Afrique du Sud, soutenue par l'Algérie, et qui a été à l'association de plusieurs pays d'ailleurs, l'Iran, la Russie, je ne sais, ces pays-là se sont mis d'accord avec l'Algérie. Donc on ne peut pas dire que l'Algérie, sur le plan diplomatique, n'est pas bonne. Je ne suis pas d'accord avec ça. Tout comme on oublie que Rabat, à l'époque, a quitté l'OUA, a quitté l'UMA. C'est Rabat qui ne voulait pas de ces pays-là, qui voulait s'associer avec l'Europe. On oublie aussi une chose essentielle, c'est que la réunion qui a eu lieu, donc ce fameux GECF, c'est une sorte de, c'est une mini OPEP, une sorte d'OPEP qui est en train de prendre racine, l'OPEP du gaz, ne reçoit que les pays gaziers. Il est logique que le Maroc n'y soit pas. Ils ne produisent pas de gaz ou très peu de gaz pour l'intérieur, ils n'exportent pas. Or c'est un regroupement d'États exportateurs de gaz, pas producteurs. Donc il y a un gisement énorme qui a été trouvé en Mauritanie. Ils vont se rattacher, on le sait déjà. C'est le cas pour le Sénégal qui était présent, c'est le cas pour la Libye qui est un énorme producteur de gaz comme l'Algérie, 5e mondial. C'est le cas pour l'Iran, c'est le cas pour les géants comme la Russie. On parle quand même de pays qui sont de vrais pays producteurs, qui ont les moyens. Le Maroc ne pouvait pas y être. C'est comme si on demandait au Maroc d'être dans l'OPEP. Ça n'a pas de sens. Après, sur un plan politique, évidemment, la brouille entre Alger et Rabat est liée au Sahara occidental, qu'on n'a pas prononcé, il faut le dire, hein, et que ces questions, et ça a été dit par votre analyste, d'expansionnisme qui viennent du parti Istiqlal juste après l'indépendance, qui avait des vues sur pas seulement la Mauritanie ou le Sahara occidental, il voulait prendre la moitié d'Algérie. Il faut jamais oublier que vraiment il y a une vraie vision du Grand Maroc qui est un délire qui a été inventé il y a longtemps, hein, et qui malheureusement n'a pas été réglé. Ça a été réglé pour partie par Hassan II qui a signé les accords au début des années 80, mais après c'est resté un peu en pourrissement. Le retour du conflit au Sahara occidental a rehaussé les relations de tension entre l'Algérie et le Maroc, mais il faut jamais perdre de vue une chose, on parle de pays qui ont des moyens économiques considérables, l'Algérie en fait partie, face à des pays qui sont surendettés. Il faut tout de même remettre les pendules à l'heure. Des grands pays, moi je ne suis pas vraiment d'accord avec le fait qu'on ne puisse pas construire l'UMA en n'ayant pas le Maroc. Dans un premier temps, on peut construire comme les Européens l'ont fait par rapport au gaz et l'acier, enfin au charbon et l'acier. Il y avait 3 pays, hein, le Benelux, et puis après ils ont élargi. Dans un premier temps, on peut commencer à travailler la structuration de l'UMA, et quand les conflits seront réglés avec le Maroc, et je l'attends avec impatience, à ce moment-là, il va intégrer l'UMA. Mais il faut vraiment se mettre dans l'esprit que cette réunion est une réunion de pays exportateurs de gaz. Donc le Maroc n'y a pas sa place, et c'est normal, il n'y a pas de surprise. Par contre, de dire qu'Alger, il y a des problèmes à l'intérieur. Alors on parlait de cette réunion, dite réunion autour du Maghreb, mais encore 2-3 minutes avec vous. Je voudrais vraiment que avec Hamid Lello aussi, on approfondisse et on essaye peut-être de faire un état des lieux réel de cette politique étrangère diplomatique. Depuis 4 ans, il y a eu, je crois, si je me trompe pas, 3 ou 4 ministres des Affaires étrangères, avec la sortie de certains de responsables diplomatiques comme Monsieur Lamamra. On ne sait même pas d'ailleurs pourquoi il est parti réellement. Après, les observateurs font des analyses, mais on ne peut pas dire le contraire. Les Émirats Arabes Unis qui ont fait à leur insu la une de certaines presses et qui ont été qualifiés quand même de certaines injures. La France, on peut pas dire que c'est glorieux. L'Espagne, on va pas y revenir. Le Mali, on a bien compris qu'à un moment donné, il y a encore une fois un rapatriement, enfin un rappel à l'ordre, une convocation de l'ambassadeur. Le Congo derrière. Enfin, il y a plusieurs exemples comme ça qu'on peut citer. Donc 4 années de diplomatie. Certes, il y a eu des rendez-vous, effectivement, et je vais même aller plus loin. Est-ce que dans cette crise géostratégique que vient de vivre et que vit encore le monde, est-ce que réellement l'Algérie a gagné des points, serait-ce qu'en termes de gaz, par exemple? Est-ce que réellement elle a su s'imposer?
Elle qui voulait d'ailleurs médiatrice, elle qui doit être aussi médiatrice entre l'Ukraine et la Russie. Alors je ris, mais avoir votre avis, je voudrais vraiment aussi que Hamid Lelou nous fasse un petit état des lieux sur cette diplomatie réelle. En quoi l'Algérie a été gagnante? Alors vous posez la question là? Oui, pour vous, Gamal Abina. Oui. Très bien. Oui. Donc, il faut dire plusieurs choses. D'abord, quand on se met en diplomatie, qu'on fait du go-between, ça a été dit tout à l'heure par votre analyste, il y a des risques à prendre. C'est vrai que quand on parle de la question de la RDC et du Rwanda, qui n'a pas un rôle très glorieux, rappelons tout de même que c'est eux qui pillent la RDC, eh bien, effectivement, il y a des tensions. Il ne faut jamais perdre de vue une chose, c'est que l'Algérie fait un travail de retour diplomatique très proactif, ça c'est indiscutable, qui n'a pas forcément de la grande réussite, mais que dans le passé, souvent, elle a réussi. On se rappelle de l'Éthiopie, effectivement, avec sa guerre avec l'Érythrée, on se rappelle de l'Iran avec l'Irak en 75. Enfin, il y a plusieurs éléments comme ça qui prouvent qu'il y avait une diplomatie qui est quand même assez riche, et aujourd'hui, elle se repositionne de façon assez proactive dans un monde qui est devenu tendu. Donc, la question russo-ukrainienne ne peut pas être réglée par Alger, puisqu'Alger est clairement un allié de la Russie. Donc ça, c'est oublié. En revanche, la question palestinienne, c'était quand même osé d'y aller parce que le monde entier, au début du 7 octobre, avait tourné le dos à la Palestine quasiment à la suite des massacres. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que ceux qui ont refusé de tourner le dos aux Palestiniens sont restés droits dans leur basket. Alors vous parliez des Émirats Arabes Unis, je suis désolé. S'il y a bien un pays aujourd'hui qui devrait rougir de sa politique internationale, c'est bien ce pays. Franchement, à la question palestinienne, ils ont trahi totalement le peuple de Palestine, jusqu'à leur jeter des denrées alimentaires de façon méprisante, tout en continuant une guerre inutile qui a duré 8 ans contre les Houthis, tout en continuant l'alliance avec Israël qui est totale aujourd'hui, et tout en fichant un peu la pagaille. On voit bien en Afrique, ils commencent à intervenir à droite à gauche, on peut comprendre la colère. Moi, je suis partisan d'unification du monde arabe, mais il y a un minimum de sérieux à avoir, à savoir, il faut quand même marcher un petit peu droit et respecter ses frères. Donc la question des Émirats, c'est plutôt une sorte de trouble fait qui n'est pas très glorieux. Et l'Algérie a pour elle une qualité, il ne faut pas l'oublier. Quand tout le Conseil de coopération de Golfe s'apprêtait à attaquer militairement le Qatar, l'Algérie est intervenue de façon très forte en envoyant des denrées alimentaires et en maintenant, tout en gardant l'équilibre sur la question du Golfe, sa liaison avec le Qatar. Donc tout cela pour dire qu'aujourd'hui, les Algériens ont une politique proactive qui est difficile à gérer, c'est vrai, mais c'est une politique qui se détonne et qui dénote la volonté affichée d'Alger de devenir un État équilibré, mais surtout un État non lié. C'est important de le rappeler. L'Algérie n'est pas froissée avec les États-Unis, ni avec la Russie. C'est pas parce qu'il y a quelques pays à droite et à gauche avec lesquels ça se passe pas bien que l'Algérie s'isole. C'est un mensonge. L'Algérie ne s'isole pas du tout. Elle a une politique internationale dont on ne peut pas rougir. Elle est pas forcément bonne sur la politique nationale, je vous l'accorde volontiers, mais là, pour le coup, pour une fois que le pays se comporte à peu près bien et donne quand même quelques qualités en termes de gestion des relations internationales sur la question palestinienne, qui est une question très difficile, on doit quand même reconnaître la qualité, pour le coup, de la gestion de l'Algérie sur cette crise. Restez avec nous, Gamal Abina. Hamid Lelou. Donc là-dessus, je pense que vous avez des éléments à nous donner, notamment sur cette diplomatie. Certains disent même que voilà, Abdelmadjid Tebboune a tous les acquis qui ont été un petit peu mis en place, notamment aussi sur la dernière politique étrangère de Bouteflika, entre autres par exemple. Voilà, c'est un pays pour certains d'une diplomatie qui navigue à vue. Il y a une certaine instabilité et d'autres font même un parallèle sur cette politique intérieure qui est tout de même fragilisée. Comment peut-on avoir une bonne diplomatie parfois avec une politique intérieure et une illégitimité d'un pouvoir comme en Algérie, et puis d'autres comme Gamal Abina apportent d'autres éléments. Hamid Lelou. Tout d'abord, personne n'a dit qu'il fallait inviter le Maroc à cette conférence sur le gaz. Ça, je ne sais pas d'où Monsieur Abina apporte cette information. Moi, j'ai jamais dit ça. Je ne vous ai pas entendu dire ça. Donc, on n'a pas besoin de parler du Maroc. De deux, moi, je suis fatigué comme ressasse l'Algérie des années 60-70. Le seul succès diplomatique, c'était la libération des otages. Le reste, c'est du faux parce que le litige Érythrée-Éthiopie dure encore, le Mali, ça dure encore, les conflits où soi-disant l'Algérie a fait un succès, il n'y a aucun succès. Moi, j'aimerais bien qu'on focalise un petit peu sur les 5 années de désastre de Tebboune. Troisièmement, l'Algérie, l'Afrique du Sud avec son... Moi, je défie votre invité de me donner une information écrite où l'Algérie a signé cette proposition sud-africaine parce que moi, je le renvoie à l'information où les Sud-Africains ont dit on a besoin de personne, on le fait tout seul. Ils l'ont dit, ils l'ont déclaré, il peut aller le chercher. Ils ne voulaient surtout pas des pays arabes hypocrites qui n'ont aucune position. L'Algérie n'a pas de position. Elle prétend avoir des positions de principe parce qu'elle se retrouve piégée dans ces mensonges historiques prétendant être
l'héritier légitime de la révolution, la grande révolution algérienne. C'est fini la révolution algérienne. Ils sont morts, shuhada, Allah yarhamhum. Les escrocs qui sont là à Alger, maintenant, ils essaient d'utiliser ça. Et ça, en fait, ça, c'est un piège. Ils retombent dans ce piège parce qu'ils ne peuvent pas avoir une autre politique. Il n'y a pas d'autre politique. Et leur cadre de la politique internationale est justement est construit sur ce mensonge historique. Autre chose, la crise du Qatar, quelle position algérienne? Moi, je ne sais pas d'où est-ce qu'il sort ces informations. Quelle denrée? Mais c'était la Turquie. S'il n'y avait pas la Turquie, le Qatar était parti. D'ailleurs, les Américains n'auraient jamais laissé le Qatar tomber parce que leur base militaire dans la CENTCOM est basée à Doha. Donc, les Américains ont laissé un petit peu les pays du Golfe jouer après la souris, mais en fin de compte, c'est la Turquie qui s'est interposée. Elle l'a fait militairement, elle l'a fait matériellement. Ce régime continue à parler. Ils n'ont jamais rien fait. Le seul succès diplomatique, on revient à 1979, c'était Allah yarhamou Mohamed El-Siddiq, et surtout parce qu'à l'époque, il y avait encore des gens qui pouvaient dire qu'ils étaient révolutionnaires. Il y avait cet héritage révolutionnaire. Maintenant, pour revenir au Maroc et la Mauritanie, absolument, la Mauritanie, maintenant, c'est un pays producteur de gaz qu'elle partage avec le Sénégal. C'est tout à fait normal qu'ils soient invités. Le Maroc, personne n'a dit qu'il fallait inviter le Maroc. Oui, on parlait de cette réunion, le temps passe vite, on parlait de cette réunion notamment maghrébine. On rappelle que le chef de l'État mauritanien était en Algérie à ce moment-là. Et c'est encore une fois des questions qui se posent parce que voilà, cette diplomatie, elle a parfois un peu aussi, peut-être un peu fauté. Hamid Lello, peut-être sur avant de 2-3 points avant de se quitter parce qu'on va devoir rendre l'antenne, mais on vient de vivre 4 années, on va pas y revenir, il y a ce conflit, l'Algérie est à 50 minutes de l'Europe, de la France. Est-ce que réellement, on parle de gaz, est-ce que réellement elle a su s'imposer, elle a su vendre plus de gaz? Est-ce que après tous ces rendez-vous, c'est ça aussi la diplomatie, c'est faire preuve de contact, de relationnel, de leadership, d'avoir des bons contacts avec les uns et les autres et de démontrer aussi au monde que l'Algérie est un pays pilier, notamment en termes d'hydrocarbures, puisque c'est une ressource naturelle dont a la chance d'avoir possédé l'Algérie. Mais encore, c'est des prétentions parce qu'ils peuvent toujours parler. Ils ne peuvent pas produire plus ou exporter plus de 8 milliards de mètres cubes. Et ils parlent de 15 milliards. Mais justement, l'introduction de votre émission, justement, dénote de tout. L'information est tellement sclérosée, tellement ça va dans un sens que personne ne peut démentir l'information. Ils nous sortent. Alors, quand vous allez dans les sites officiels de la Banque mondiale et du FMI et d'autres organisations, ils parlent de milliards de mètres cubes. Et il y a un officiel algérien qui nous a sorti 15. Personne n'est là pour le contredire parce que la presse va dans un sens. Et du coup, il continue à faire ces bêtises diplomatiques, c'est de l'incompétence. Et encore une fois, nous avons des personnes compétentes au sein de l'administration algérienne, ça je le sais, mais ils n'ont pas ce pouvoir décisionnel. Encore une fois, je reviens à cet exemple du Congo et du Rwanda. J'applaudis, c'est une très bonne initiative. Aller vers d'autres pays, d'autres horizons, développer des relations avec le Congo, avec la Côte d'Ivoire, avec le Bénin, et aller au-delà de cette région du Sahel ou bien le bassin méditerranéen, aller au-delà, c'est une bonne chose. Mais est-ce qu'ils ont les moyens, même dirais intellectuels pour le faire? Je ne pense pas, parce qu'à un certain niveau, là où il y a le pouvoir de décision, c'est des incompétences. Et c'est pour ça que les autres souffrent. Moi, j'aimerais pas être à la place des secrétaires généraux au niveau du ministère ou bien des directeurs régionaux qui, eux, c'est la vraie machine, c'est eux qui travaillent les lois, mais malheureusement, le politique ne suit pas. Gamal Abina, je vous laisse réagir, peut-être aussi répondre sur ce que vous avez entendu ou été aussi interpellé par notre invité Hamid Lello.
Bon, déjà, pour commencer, je suis très informé et surtout, ce qui est intéressant, je suis très logique. Hein. Dans l'histoire, c'est du factuel. Vous avez dit que l'Éthiopie et l'Érythrée, ça s'est pas bien passé. Ça s'est tellement mal passé que la dernière crise avec le Tigré, c'est l'Éthiopie et l'Érythrée qui en ont fini. Donc ça commence par une vraie réconciliation. Ensuite, je rappelle très rapidement la Palestine 74, Yasser Arafat à l'ONU, c'est Alger. Ensuite, le Conseil national palestinien 88, c'est encore Alger. Ensuite, en 2022, la question palestinienne revient au centre des débats arabes avant la guerre, c'est toujours Alger. Ensuite, la question de l'Iran et l'Irak en 75. Mais a-t-elle réellement fait pression? J'ai pas fini. Je vous ai laissé parler. Je finis mon propos. Donc, le châtel arabe entre l'Iran et l'Irak, c'est toujours Alger en 75. Ensuite, on a tout un tas de manœuvres entre l'Algérie et l'Afrique du Sud, qui sont deux nations très très proches. L'un a manœuvré, l'autre a rebondi derrière. C'est évident, c'est de la déduction, c'est de la logique. Et la question aussi du Qatar, vous avez dit que le Qatar, l'Algérie n'est pas intervenue, c'est faux, mais c'est pas grave. Il n'y a pas que la Turquie. Il ne faut pas réduire à l'action turque qui a envoyé 5000 soldats. Je suis très informé. Mais vous inquiétez pas, il y a aussi, je rappelle quelque part, l'Iran qui sera rabiboché avec le Qatar et l'Algérie qui maintient officiellement sa relation avec le Qatar et qui refuse qu'on intervienne. Tout comme l'Algérie a refusé qu'il y ait une intervention militaire française au Mali, au Burkina et au Niger, et ils l'ont fait de façon très forte. Donc on ne peut pas dire que l'Algérie n'existe pas. Je veux bien tout entendre, mais tout de même, de réduire la diplomatie algérienne à rien ou à un événement une fois en 79, on oublie Carlos par exemple avec le détournement d'avion, on oublie la prise des otages américains qui finit sur Alger. Bref, on oublie beaucoup trop de choses pour être sérieux. L'Algérie a disparu pendant 30 ans diplomatiquement parlant. Les accords d'Alger de 2015 n'étaient pas très bien montés, même si malheureusement, maintenant ça a été déconstruit pour des raisons liées à d'autres intervenants. Mais il n'en demeure pas moins qu'on ne peut pas réduire la question algérienne en disant l'Algérie n'a pas de diplomatie. C'est faux. l'Algérie a la diplomatie, elle est réellement éprouvée, elle l'a montré plusieurs fois, il y a eu des résultats concrets et c'est tellement vrai que très souvent les Américains font appel à Alger pour jouer le go-between. Ensuite, sur la question moyen-orientale, effectivement, il y a des tensions extrêmes avec des clivages. On se rappelle du Conseil de coopération du Golfe, 4 pays contre le Qatar. Et comme par hasard, les Émirats sont dessus. Les Émirats ont très mal vécu qu'Alger soit solidaire du Qatar. Je veux bien entendre que ça n'existe pas et que j'ai pas de documents, mais il faut être un petit peu cohérent. Il y a d'abord des informations, ensuite la logique et la déduction. Donc c'est en termes de déduction qu'on se rend compte que la tension entre Alger et les Émirats arabes unis, qui investissaient chez nous, je le rappelle, hein, il y a une production militaire en Algérie faite avec un partenariat avec les Émiratis. Aujourd'hui, ça se passe mal. Donc il y a bien des relations en haut et en bas. On a eu des relations difficiles avec le Qatar, on se souvient, quand ils ont dit que le prochain sur la liste, c'est l'Algérie. Mais aujourd'hui, il faut être un peu sérieux. Quand on veut critiquer un pays, il faut donner des éléments factuels. Il ne faut pas donner des éléments émotionnels. Vous êtes dans l'émotion et vous réduisez la diplomatie à rien. Ça, c'est pas acceptable. Oui. Donc je remets quelques éléments en place. En substance, l'Algérie a une vraie diplomatie qui se redéploie et c'est tout à son honneur. Il faut quand même le reconnaître. La question palestinienne aujourd'hui, si elle est portée à l'ONU, c'est pas par accident. Je vais bien être gentil, mais ça va 5 minutes. Vous avez peut-être des griefs contre le gouvernement algérien, je peux le comprendre, il n'y a pas de problème. Mais un peu d'humilité. Hamid Lelou, vous êtes dans l'émotion, dit Gamal Abina avant de se quitter. Alors quand on parle de diplomatie, c'est aussi de pression. Hein. Effectivement, l'Algérie parle souvent de la Palestine, par exemple. Mais quelle pression? Malheureusement, mais vraiment 1 minute 30 chrono. Rapidement, Hamid Lelou. On aura le plaisir de se retrouver. C'est depuis qu'il y a cette autorité palestinienne que les Israéliens ont occupé plus de territoires et de colonies. Donc, Arafat, en fait, il est jusque-là. Deuxièmement, l'Algérie qui défend les autres, soi-disant le retour de la Syrie, Assad, il n'est jamais venu en Algérie, il est parti à UAE et la reconnaissance a été faite par l'Arabie Saoudite qui a tiré le tapis sous les pieds des... Alors, écoutez, c'est une diplomatie fébrile, c'est trop faible, ils sont illégitimes, ils sont incompétents. Bon, maintenant, vous mettez ça sur le point de mes émotions. C'est facile. On y reviendra en tout cas, voilà. Mais c'est bien d'avoir comme ça des invités aussi d'analystes et de bords aussi différents, aussi d'un point de vue contenu. Gamal Abina, bon voyage à Alger, parce que moi, je ne peux pas y aller. Gamal Abina, merci d'avoir été avec nous. Hamid Lelou, merci aussi pour votre fidélité à tous les deux. Dans quelques instants, mon ami confrère Jamaldine Benchenouf, l'édito juste derrière Jamaldine Taleb pour El Umq, l'équipe en régie. Merci infiniment. À demain, je l'espère. Prenez soin de vous. Bonne soirée.